Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler de Silvergate, vous vous en doutez, en fait, ce qu'on va regarder, c'est réellement quelles sont les possibilités de contagion pour Silvergate sur l'écosystème crypto. Donc, on va vraiment rentrer au fond du sujet. Vous allez voir qu'on va essayer ici de vraiment sortir les bons chiffres pour la bonne histoire. Ici, on est donc sur le BTC face au dollar en 4 heures, comme d'habitude. On s'était posé vraiment des questions ici sur est-ce que on n'allait pas avoir une continuation de la tendance 1 heure qui était comme ceci. 1, 2, 3, 4 et éventuellement ici revenir chercher encore un plus haut. C'est pas ce que nous a donné le prix la tendance préférentielle, on va dire qu'elle restait sur la time frame la plus grosse, c'est-à-dire une continuation de la 4 heures. Alors malheureusement, j'ai pas pris ce short alors que c'était mon objectif, les 22,3, etc. Tout simplement parce que je dormais et j'ai pas pu voir les signaux de la perte, notamment de cette trend ici que vous voyez. Et du fait qu'on n'arrivait pas à passer celle-ci, vous le voyez ici. Là, ici, ça aurait été un signal que oui, effectivement, on allait faire un nouveau plus haut, qu'on allait, si on cassait la trend qui est là, qu'on allait potentiellement ici avoir une nouvelle vague en 1 heure, potentiellement même une cuvette, un retournement sur la 4 heures. C'est pas ce que nous a donné le prix, effectivement, et on a eu plutôt la perte ici, qui était un petit peu notre signal short, la perte de cette 4 heures-là. Et derrière, on est allé très très vite vers la target. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Parfois, on a un pressentiment sur le bon scénario, la bonne target, etc. Et puis, on n'est pas devant les charts au moment où ça se met en place, malheureusement. Ici, vous voyez, je vous ai remis cette descente en 5 vagues potentielles, encore une fois. En tout cas, elle est super propre. Et vous savez que le scénario de cette descente-là, c'était quoi? C'était une flat étendue ici, qui viennent chercher ces 1.618. En l'occurrence, nous, la target, elle était ici. Vous le voyez, objectif 1.618. Et c'est plus ou moins ce qu'on a eu en réalité. Donc est-ce que cette vague est finie ou pas? Bien évidemment, pas de certitude à ce sujet-là. Il va falloir voir la liquidité, le sentiment, toutes les choses qu'on va aller voir derrière pour essayer d'avoir une réponse là-dessus. Donc réponse plutôt vers la fin de la vidéo sur ce sujet-là en particulier. Néanmoins, objectif touché pour ce short, une vague 5, une flat étendue se fait toujours en 3-3-5. On devrait pouvoir trouver 3 vagues ici en réduisant au 1 heure. Et puis ensuite 1, 2, 3, et là vous le voyez, magnifique 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'on a eu comme à chaque fois rebond? C'est une diagonale, puisque vous le voyez ici, la 4 voyage dans le territoire de la 1. Et on a eu un rebond au 618 tout pile ici, c'est-à-dire que la 2 a corrigé 61,8% de ce qu'elle avait fait en 1. Et quand on regarde également la correction de la 3, on est pile poil on est légèrement au-dessus là pour le coup, mais on est à peu près au 0,618 aussi. Donc pour une diagonale, c'est ultra propre, vraiment ultra propre. En tout cas, les points de rebond, jusqu'où est censé enfoncer cette 5, on l'a dit, 1.618, et potentiellement, ça peut aller ici jusqu'au 200%. Hop. Comme ça. Ici, vous le voyez, 1.618, 200%, 21,5. 21,5 serait un niveau assez cohérent pour rebondir également. Qu'est-ce qu'on attaque ici dans cette grosse descente qu'on a faite cette nuit? D'abord, on enfonce ce creux-là. Donc ça, c'est pas très bon. Moi, j'aurais préféré vraiment qu'on rebondisse ici sur le spot sur Binance avant la fin de ce creux-là. Tout simplement parce que ça nous dit que actuellement, on va dire, le prix peut, sans remettre en cause la structure, étant donné qu'on a enfoncé ce niveau-là, le bottom, si on fait un double bottom, si on continue ici à descendre, etc., vous voyez que ça colle pas mal avec la target des 21,5, etc. Donc on peut encore avoir ici une vague qui nous ramène soit sur ce point-là, donc 21,932, soit sur ce niveau daily ici, qui est tout simplement 21,650, soit carrément jusqu'à l'attaque de ce point-là, auquel cas à ce moment-là, on aurait, vous le voyez ici, un retest de ce point-là. Ça, c'est le scénario où en daily, on reste haussier, d'accord? Pour le moment, on est obligé de favoriser plus ou moins cette tendance, puisque la tendance en daily, elle reste haussière. Qu'est-ce qui va être ici intéressant de regarder? Déjà, cette trend en daily, vous le voyez ici, vous le voyez ici, je l'ai remise. Donc on a perdu une autre trend qui était plus pentue ici que je vous ai enlevé du coup. Celle-là, elle est perdue, donc c'est pas la peine de la garder. Vous comprenez ici que petit à petit, cette trend d'accumulation, on va dire, se met à plat. Donc ça, c'est pas très bon, c'est pas un très bon présage. Si jamais par exemple on arrive ici, ça veut dire que tout simplement on revient attaquer ce creux majeur là. Ou à l'inverse, si on arrive ici, ça veut dire qu'on attaque également la structure daily. Structure daily qui, je le rappelle, est toujours à ce stade haussière, ok? On s'attend
normalement, la suite logique, c'est de faire ça, d'accord? Cela dit, donc trend d'accumulation qui s'aplatit. Ici pour moi signal fort si on perd ce niveau, c'est-à-dire une bougie entière daily sous ce niveau là nous dira que l'attaque se fera d'abord sur ce creux là et puis ensuite éventuellement sur celui-là et sera peut-être un signal un peu plus early qu'on est en train de coucher tout simplement la trend d'accumulation, c'est-à-dire à minima soit revenir dans un gros range ici, quelque chose comme ça, soit tout simplement perdre les niveaux et revenir revisiter les 18.5, 16 000, voilà, enfin tout ce qui peut ici être montré du doigt comme niveau baissier. On va réduire la time frame ici, on va pouvoir enlever, je pense que vous avez compris le principe de la 1, 2, 3, 4, 5 qui en tout cas est très belle en structure et qui pourrait potentiellement être finie, ou en tout cas ici le but étant pour garder une daily haussière de ne pas attaquer ce creux là, ce qu'on ne fait pas pour le moment. Pour le moment on respecte encore une fois la trend d'accumulation qui est celle-ci en daily. Ce qu'on voudra voir bien évidemment c'est qu'on reste au-dessus de cette trend et potentiellement bien évidemment également revenir attaquer les 24 000. C'est ça ici un peu la question. Vous voyez qu'on a délivré très vite ici, donc si on voit qu'il y a un changement de structure dans une petite time frame, le but ça sera de revenir retester à minima ici le point des 23 000 puisque c'est le sommet précédent qui lui doit protéger ce point-là, hein, d'accord? Donc ici il y aura forcément une réaction, ok, autour des 23 000 et puis ensuite si on arrive à venir attaquer ce niveau tout en gardant cette trend, et ben à ce moment-là, on aura petit à petit des confirmations qu'effectivement le prix se dirige vers la fameuse prise de liquidité au 25,2 qui est ici. Donc, on a peut-être des points intéressants ici pour rentrer en longue, mais la question c'est quel est le sentiment, et c'est ce qu'on va aller voir tout à l'heure. À partir de là, time frame plus petite. Alors, on va peut-être pas... Si on va passer au 1 heure, vite fait. Alors là, vous voyez, on a fait donc cette descente. Ensuite, finalement, le prix se reprend, ce qui est relativement logique. En fait, ça nous dit qu'il y a beaucoup de shorts ici et que la force vendeuse n'est pas suffisamment forte pour continuer ici à descendre. Et donc, du coup, le prix se reprend un petit peu. À voir maintenant ce que ça nous dit, hein. Si jamais là, on commence à faire ça, c'est plutôt bon. C'est-à-dire que c'est plutôt une structure d'achat, vous le comprenez. On sort petit à petit les longues, mais sans descendre très fort. Soit tout simplement ici on a juste un soulagement au niveau des shorts qui est ici très petit, mais ça peut arriver, hein, qu'on vienne pas chercher ces fair value gap ici, c'est des choses qui peuvent arriver, et puis ensuite on recommence à dégager vers la target suivante, et là il y aura peut-être un retournement du sentiment. On va aller voir après sur les liquidités, mais voilà pour moi tout simplement les niveaux à surveiller. Ce niveau nous a rejeté ici par 2 fois, donc il sera extrêmement important pour la suite aussi si on repasse haussier. Vous le voyez ici que les 23,8 est un niveau vraiment prédominant. Et puis voilà, est-ce qu'on rattaque ici ce creux-là? Et si on rattaque ce creux-là et qu'on descend, vous le voyez ici, si on revient rattaquer ce creux-là, et qu'on descend et qu'on casse la trend, alors là c'est extrêmement baissier. Pourquoi? Parce que tout simplement on aura nettoyé cette poche de short, donc la liquidité au-dessus, entre guillemets, qu'on a construite hier, ne sera plus présente. Voilà pour Bitcoin, on pourrait regarder le 5 minutes, mais en 5 minutes, vous le voyez, on est à plat. Donc pas vraiment ici, on va dire Alors oui, moi je préférerais avoir quelque chose qui fait ça, là, comme ça, là, que d'avoir quelque chose à plat. Ici, à ce stade, par exemple, on peut voir ici, je vous enlève ça, mais on peut voir ici qu'on a des structures qui sont plutôt baissières, c'est-à-dire, par exemple, ici, cette petite épaule, tête-épaule, ce genre de choses. Donc ça pourrait pouvoir nous dire, bon, finalement, en fait, le prix va au moins, à minima, revenir nous faire un double bottom ici. Ça, c'est peut-être une possibilité ici. Potentiellement retester cette trend, mais en tout cas, on a un marché à ce stade. Ce type de structure-là ressemble plutôt à une structure vendeuse, sauf si on arrive à faire... Je vous le rappelle, quelque chose qui ressemble plus à un flag, c'est-à-dire ici une structure plutôt d'accumulation pour dégager vers le haut. Bon, pour l'instant, c'est du 5 minutes, le truc vient juste d'arriver, donc on n'est pas ici forcément sur des niveaux extrêmement importants. Enfin, on n'est pas sur des niveaux qui sont on n'est pas sur des structures, on n'a pas encore de structures qui vraiment peuvent nous parler, en tout cas pour moi à ce stade. Moi, j'étais off market hier.
Et finalement, bon, tant mieux, parce que finalement, si j'avais pris voilà, du long, etc., je suis un peu dégoûté parce que j'avais vu ce mouvement arriver et que je ne l'ai pas pris, mais c'est des choses qui arrivent, encore une fois, on ne peut pas se blâmer ici de ne pas prendre un trade, il faut surtout pas le faire d'ailleurs. Sur Ether, on est venu attaquer le niveau des 1548, qui était un niveau qu'on avait mis en avant hier. Pareil, on a délivré très fort, la structure est plus ou moins la même, donc voilà, pour moi, pas de différence notable, si ce n'est que on a mangé ce niveau-là. Si on se met ici en 4 heures, hop. Si on se met ici en 4 heures, vous voyez que là où Bitcoin présente une 4 heures qui est haussière, on peut dire qu'il y a peut-être un changement de caractère sur la structure d'Ethereum, ou en tout cas, si on ne perd pas ici ce niveau-là, eh bien, peut-être quelque chose qui est également en train de se retourner sur Ether. Ici, vous le voyez, on a une structure, on va dire en daily, qui est toujours haussière, mais on est toujours ici sur la 4 heures baissier. Vous le voyez, ça c'est celle-ci, la 4 heures, et on continue. En fait, c'est un petit peu la même chose que BTC. Limite même, on pourrait dire que puisque BTC enfonce sa 4 heures, peut-être que Ether l'a un peu moins enfoncé, en fait, en proportion. Donc voilà pour Ethereum, on va aller couvrir la news et on va couvrir la news en vous montrant, en fait la grande question c'est à quel point tout simplement sont exposés les acteurs de la crypto sur Silvergate. Silvergate est donc une banque spécialisée crypto, qui a pas mal, avec une autre banque qui s'appelle Signature, mais qui est peut-être moins spécialisée crypto, qui a pas mal agi sur le secteur des cryptos dans les années, depuis 2019, ils sont en crypto depuis 2017, mais ils ont fait pas mal de choses ici autour, tout simplement, de la crypto, et on voit ici, et ça on l'avait déjà montré hier, donc je vais pas retraiter le sujet, mais que Silvergate, en fait, alors si on va retraiter le sujet parce que hier je l'ai un petit peu survolé. Je vais essayer je vous retrouve ici oui, bah c'est ça, voilà, on va prendre cet article-là qui est très bien. Et en gros, vous le voyez, Bitcoin et Ether qui drop alors que le marché continue à digérer Silvergate. Qu'est-ce qui s'est passé sur Silvergate ? Pour moi, j'ai pas d'infos comme quoi on a une faillite, en tout cas, mais on a Silvergate qui a mis du temps à donner tout simplement des documents à la SEC. Ils n'ont pas mis du temps, ils ont demandé un délai même, ils devaient donner ces documents hier, et je pense que ces documents étaient sur les pertes et profits du premier trimestre 2023, et ils ont dit, bon, on va demander un délai de 2 semaines. Donc à ce stade, bien entendu, il y a eu une forme de contagion. Forme de contagion qui nous a dit que... Enfin, forme de contagion. Disons que Coinbase a dit on ne fait plus de business avec Silvergate. Maintenant, on fait tout notre business avec Signature. Et ça concerne les dépôts. C'est-à-dire quand vous envoyez des fiat, c'est l'intermédiaire qui va permettre de déposer. Et à l'inverse également, on a eu aussi... le fait que tout simplement ces documents ne soient pas donnés a fait plonger bien évidemment l'action Silvergate extrêmement bas. Donc ça pose des problèmes, puisque si vous voulez restaurer, on va dire, votre rentabilité, si vous avez une action qui a perdu 50%, vous n'allez pas pouvoir faire des levées de fonds, vous allez mal valoriser votre entreprise, etc. Ce genre de choses, c'est toujours bien entendu une sorte de spirale. Et ici, vous le voyez que hier, donc on a eu ce gros dump. Peut-être potentiellement, pour moi la liquidité, on avait peut-être besoin de faire ce dump, et ensuite bien évidemment les news arrivant, Silvergate permet au marché de faire ce mouvement là. Ça s'est produit pendant les heures de Hong Kong, donc les heures chinoises. On regardera un petit peu ce qu'a fait également le Shanghai Composite Index si jamais j'y pense. Cette nuit, et donc voilà, on a eu ce plongeon sur fond de Silvergate ne peut pas publier ses documents comptables du premier trimestre 2023, et il demande un délai à la SEC. Et la question ici qu'on se pose, c'est, étant donné que Silvergate a des dépôts, et on sait que au premier trimestre, au quatrième trimestre 2022, Silvergate avait 3,5 milliards de dépôts, ce qui ne représente pas une somme exceptionnelle, mais qui, à titre d'info par exemple, on va dire que Circle c'est 10 fois plus, voilà, la market cap de Circle, etc. Mais ça représente quand même une somme bien évidemment extrêmement conséquente. Si jamais Silvergate faisait faillite, tout cet argent ne serait pas perdu. Mais par contre, le marché ici, et c'est normal, front-run cette idée que potentiellement certains des acteurs vont être touchés. Et principalement, qui déposent chez Silvergate, ce sont en théorie des stablecoins. C'est-à-dire que ce sont des US dollars qui sont gardés liquides dans cette banque-là, de manière tout simplement à pouvoir avoir du stablecoin liquide quand même.
Alors, on va ici regarder ce thread de Adam Cochrane qui dit personne ne semble être exposé puisque Tether a nié son... Et je vais vous montrer après quels stablecoins éventuellement peuvent être exposés. Mais effectivement, on avait toujours 3,5 milliards en dépôt l'année dernière, donc à qui appartiennent ces 3,5 milliards, tout simplement. Et là, en l'occurrence, on a un autre thread qui nous explique que la plupart des démentis ont été faits. En l'occurrence, pour Circle, ils disent qu'on a plusieurs... partenaires en banque. Nous sommes conscients des problèmes qu'a Silvergate et nous arrêtons certains services avec eux, mais tous les services Circle restent opérationnels. Donc là, ils sont en train de nous dire entre les lignes qu'ils ont une exposition effectivement à Silvergate et c'est là qu'on va potentiellement aller creuser. Paxos, pareil, on nous dit qu'il n'y a pas d'exposition, donc ils nous disent voilà, on n'a aucune exposition, absolument aucune désormais à Silvergate. Et Tether, on va faire ici que les trois principaux, Paxos étant BUSD. Tether n'a aucune exposition à Silvergate. Est-ce qu'on peut les croire ou pas? Bon, bah, pour le moment, on est obligé de... oui, enfin, je veux dire, voilà, c'est des déclarations, donc voilà, ça les engage potentiellement, on va dire, au pénal. Donc voilà, on va dire que oui, ils disent la vérité. Donc on va essayer de comprendre quelle est l'exposition de Circle à Silvergate. Et donc Circle, USDC, bien évidemment. Donc l'idée ici, c'est que on a ici la balance, en fait, comment sont faites les réserves de Circle, et on sait qu'elles sont plus ou moins très bien faites, enfin, en l'occurrence, c'est celles qui sont les plus transparentes du marché, et que effectivement, ils nous fournissent ici, tous les mois, un audit sur comment sont stockés leurs cryptos. Alors, on n'a pas janvier 2023 ni février, malheureusement, pour le moment, ils ne sont pas encore sortis, je pense, mais on a ici toute la partie décembre 2022, ce qui est relativement quand même proche pour pouvoir se dire que oui, on est il y a 2 mois, voilà ce qu'on avait. Donc vous le voyez ici, bah, on a 1 pour 1, hein, vraiment, entre ce qu'il y a comme coin en circulation et ce qu'il y a en réserve. On a même ici 100 millions de plus, 140 millions de plus en réserve, et ici ils nous donnent tous les bons du trésor avec les numéros qu'ils ont effectivement. Donc vous avez la date de maturité, vous avez tout. Ici en l'occurrence, on voit qu'on a à peu près la moitié de la somme, 23 milliards sur 44 milliards qui sont en bons du trésor de ce côté-là, et là ils ont les autres des securities autour du bon du trésor, donc même chose, qui sont à hauteur de 10 milliards. Donc en tout, sur les 44 milliards, sauf erreur de ma part, oui c'est ça, sur les 44,6 milliards de réserves, eh bien on a déjà 35, c'est-à-dire à peu près 34, qui sont en bons du trésor, donc qui ne sont entre guillemets pas en banque, qui leur appartiennent en termes de papier. Et ici on voit le cash held at financial institutions, c'est-à-dire quel est l'argent qu'on a en banque, en cash tout simplement, et on a 10,5 milliards qui sont effectivement dans des banques. Ici on a cette petite astérix qui est le petit 10, qui nous ramène vers ce petit point-là, où on nous dit, bah, en fait, nous, la Bank of New York, Citizen Trust Bank, Customers Bank, New York Community Bank, une division de Flagstar, un qui est non-advised, c'est-à-dire on ne sait pas qui c'est, Signature Bank, Silicon Valley Bank, et en dernier, Silvergate Bank. Je pense pas, ça a plutôt l'air d'être en ordre alphabétique d'ailleurs, ouais, c'est ça. Donc je pense pas qu'ici, ça soit en ordre décroissant par rapport à ce qu'ils ont. Mais on peut se dire qu'une partie des 3,5 milliards de dépôts dont bénéficiait Silvergate est effectivement à Circle. La question c'est de combien est cette exposition? Si je vous prends par exemple sur 10,5 milliards, admettons que 100% soit chez Silvergate, ça vous donnerait une exposition de 7% sur Circle. C'est-à-dire si 100% des dépôts qui étaient à Silvergate sont à Circle, ça nous donnerait une exposition de 7-8%. Bien sûr, tout n'est pas là-bas, et c'est ce qu'ils essaient de nous expliquer, et quand ils essaient de nous expliquer ça, malheureusement, ils ne nous donnent pas le pourcentage, donc ça, c'est plutôt pas une très bonne nouvelle, mais en l'occurrence, on va dire que sur 9 banques,
je pense que l'exposition, j'ai pas le chiffre exact, malheureusement, on n'a pas la ventilation ici dans ce rapport-là, mais je pense qu'on peut estimer que l'exposition de Circle a été diminuée, bien évidemment, puisque la mauvaise santé financière de Silvergate n'est pas une surprise, et qu'elle a été diminuée probablement à quelque part entre 2 et 4%, je dirais. Voilà, on n'a pas le chiffre exact, mais excusez-moi, c'est probablement ce qu'il se passe. 2-4%, bien entendu, c'est relativement énorme. Hein. Ça voudrait dire que quand même, ça peut poser des problèmes à Circle si jamais Silvergate déposait le bilan. Maintenant, il faut bien comprendre que sur les 3,5 milliards de dépôts, et si jamais on avait ici une procédure de liquidation qui était enclenchée, donc si Silvergate faisait effectivement faillite, qu'il n'était pas capable par exemple, aujourd'hui, admettons que Circle veut tout retirer d'un coup et Silvergate dit ah, on peut pas, on les a pas, et bien à ce moment-là, parce qu'ils ont fait trop de pertes, et bien à ce moment-là, ça va rentrer une procédure de liquidation qui va être assez longue, etc. Auquel cas, bien entendu, Circle serait un petit peu dans la tourmente pendant un certain temps. Donc voilà, on a fait ici, je pense, bien le lien sur ce que représentent les dépôts de Silvergate, 3,5 milliards, donc la contagion, elle est problématique à ce stade, sur 3,5 milliards, sur à combien pourrait être exposé Circle. Admettons qu'un tiers de cette somme représente Circle, je pense que du coup on est autour de 4-5%, 1 milliard sur 44. 2,2%, voilà, la somme pourrait être, si jamais un tiers des assets de Silvergate appartient effectivement à Circle, un tiers, donc 1 milliard sur les 3,5, à ce moment-là, on serait sur une exposition de 2,2%. Ça représente quand même des sommes, hein. Il faut comprendre que 2,2% sur une société qui fait pas une marge exceptionnelle, puisqu'ils sont sur des bons du trésor, donc du coup, ils se rémunèrent uniquement sur les intérêts qu'ils placent sur les bons du trésor, c'est quand même une somme assez conséquente. Donc voilà, je vous ai fait le tour ici, je pense. Oui, je pense que je vous ai fait le tour. Là, on a cet article, mais qui survole le sujet. Je sais plus pourquoi je l'ai gardé. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Non, il n'y a pas d'autre chose. Bon voilà, difficulté en tout cas pour Silvergate, on en avait déjà parlé hier, et voilà, potentiel FUD autour de, principalement pour ma part, en tout cas de ce que j'en pense et de ce que j'en vois pour le moment, plutôt autour de l'USDC que des autres stablecoins, mais bien évidemment ici vous comprenez que il y a d'autres gens, par exemple MicroStrategy, je crois, avait contracté des prêts auprès de Silvergate, je crois que c'est 200 millions. Donc du coup, Silvergate a prêté de l'argent à MicroStrategy. Est-ce qu'ils peuvent ici dire on est dans la merde, donc il va falloir que tu nous rembourses tout de suite, ce genre de choses. Voilà, toutes ces choses-là sont bien entendu importantes à comprendre que sur une banque qui est très axée crypto et qui permettait beaucoup de choses au niveau de la crypto à ce stade, on a ce problème de contagion parce que effectivement, beaucoup de services crypto en utilisaient tout simplement les services. Mais principalement, voilà, pour moi, sur ce qui peut éventuellement être touché, c'est Circle d'une certaine manière. Malheureusement, on n'a pas la ventilation et ils ne nous disent pas quelle est effectivement leur exposition à Silvergate. Dites-vous bien que si ça avait été 0,5%, ils l'auraient même pas dit parce que ça représente quand même beaucoup d'argent. Donc, si on a une exposition qui est entre 2 et 5%, ça représente quand même des sommes conséquentes. Ça ne veut pas dire que Circle va dépeg ou que tout le monde va vendre ses Circle, mais si c'était le cas, on aurait tout simplement la market cap de Circle qui serait à la baisse. Et puis, potentiellement, ici, ils devraient utiliser le cash qu'ils ont, les 10 milliards qu'ils ont, pour pouvoir tout simplement détruire c'est-à-dire rendre leur cash aux gens et donc du coup déminter, enfin détruire de l'USDC tout simplement. Donc voilà pour ça, voilà pour la structure. Donc on a fait l'analyse technique, on a fait les news. Est-ce qu'on va regarder le reste des news ? À mon avis, on va passer assez vite là-dessus, puisque la news principale, elle est là. Hein. Oui, je voulais vous faire un sujet aussi sur Mt. Gox, mais on aura le temps, je pense. Mt. Gox, où courant du mois de mars, on va avoir un certain nombre de bitcoins qui vont être libérés. Et donc du coup ici, je voulais on la fera un autre jour, cette analyse, on la fera probablement demain, mais sur le fait qu'on va avoir une force vendeuse, un petit peu comme si on unlockait des tokens. En plus, ces tokens ont été gardés chez Mt. Gox pendant très longtemps. Mt. Gox, c'était une firme qui avait fait faillite, et puis heureusement, je crois qu'elle était au Japon, hein, il me semble.
Et heureusement, elle était au Japon, donc du coup, ça a été très bien fait. Malheureusement, il a fallu payer les avocats, etc., des sommes faramineuses. Donc, il y a beaucoup de bitcoins qui ont été, entre guillemets, utilisés pour payer ces avocats. Et c'est eux qui se sont le plus engraissés sur cette histoire, comme ça va être probablement le cas sur FTX. Hein. Et derrière, eh bien, les gens récupèrent leurs bitcoins, mais comprenez bien qu'on les a forcés à holder ces bitcoins pendant un certain nombre d'années et que du coup, ces bitcoins sont extrêmement en profit, puisque à l'époque de Mt. Gox, on était sur du bitcoin à $400, ce genre de choses. Donc, on va probablement ici avoir effectivement une force vendeuse de la part de ces gens qui récupèrent leur bitcoin, entre guillemets, comme une sorte d'aubaine. Ici, des restrictions du côté de HSBC. Et donc, en ce moment, on voit vraiment une attaque frontale du vieux système bancaire, entre guillemets, sur la crypto. On voit que Signature a arrêté ses services avec Binance US. Donc du coup, Binance, ici aux US, n'a pas réellement de possibilité si vous ne faites pas un transfert en cash de plus de $100 000. Donc on voit vraiment que la finance traditionnelle essaye de couper l'accès aux particuliers, aux petites gens, à la crypto. Est-ce que c'est d'un côté, quelque part, pour que certains acteurs en accumulent plus, ou alors est-ce que c'est pour tout simplement défendre leur beefsteak, qui est la finance traditionnelle, n'est pas forcément ici extrêmement favorable à l'expansion de la crypto. Voilà, pour moi, on a des questions ici à se poser quand même sur le fait que de front, suite d'ailleurs en grande partie au World Economic Forum, ce genre de choses où ça a beaucoup parlé de crypto, eh bien, on a ici pas mal de banques qui commencent à se désolidariser. Ici, les futurs qui ont bien monté, donc on a en ce moment un découpling, mais pas dans le bon sens. On se découple du S&P, mais pas dans le bon sens, puisque les futurs ont été relativement haussiers cette nuit. Et sur le calendrier économique, pas vraiment de choses aujourd'hui. On a le PMI quand même, qu'il faudra juste regarder d'un coin de l'œil. On a l'ISM aussi, mais pas vraiment de choses pour moi. Le gros, ça sera vendredi prochain. Et bien entendu, après, on aura le CPI, qui je crois se trouve au 14 mars, si je me trompe pas. MarketWatch, les bons du trésor à 10 ans qui sont au-delà des 4%, donc ça c'est relativement beaucoup. C'est pour ça qu'en ce moment également on a un dollar qui est quand même plutôt haussier, parce que eh bien, si vous déposez du dollar, vous avez 4% de rendement à 10 ans. Voilà pour l'analyse. On va désormais faire la liquidité, ce qui pour moi est un petit peu le truc le plus important aujourd'hui, mais avant ça je vous envoie comme d'habitude la page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de 2 exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces 2 exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez 3 liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça, et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil, et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots, et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation, et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID, et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces 2 exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20
affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Alors, qu'est-ce qu'on a liquidé hier? 242 millions, vous le voyez ici. Donc c'est une journée vraiment plutôt grosse, hein, on va dire à peu près 4 fois plus gros que la normale, quelque chose comme ça. Normal, le prix a fait ici un mouvement de quasiment 1000 $ vers le bas, et ce d'une manière très sèche, très agressive. Donc du coup, c'est tout à fait normal. Ici, 84 millions qui sont liquidés sur Bitcoin et 45 millions sur Ether, plus de liquidation sur Bitcoin que sur Ether, les deux représentant à peu près la moitié. Là où je trouve ça étonnant, c'est que sur les dernières 24 heures, on n'est pas sur des niveaux de 80% de longue, de liquider, ce genre de choses. Donc ça veut dire qu'il y a déjà eu des shorts qui ont été liquidés en rebond, d'accord? Ici 50%, vous le voyez. Là oui, sur Bitfinex 98%. Mais en gros, je trouve que c'est étonnant que sur toutes ces liquidations-là, on n'ait pas quasiment que du long. Donc ça, c'est intéressant à regarder. Le carnet d'ordre, intéressant aussi. Vous voyez qu'on a traversé tous ces ordres d'achat. Donc on a servi pas mal de monde, hein, ici, 493 Bitcoin ici, 497 ici, 106 ici, 194 là, et 187 ici. Le point où on avait beaucoup de Bitcoin avait disparu. Vous vous en rappelez qu'ici, je vous avais dit, on a pas mal de Bitcoin, c'était là 1000 Bitcoin. Vous voyez que malheureusement, il n'a pas pu nous aider ici à stopper dans la zone des 22,2. On est plutôt venu chercher ici le point suivant, et à ce stade, vous le voyez qu'on a quelques ordres d'achat qui se remettent entre les deux, mais c'est pas non plus incroyable, et surtout ils ont disparu entre temps, c'est-à-dire que là on avait des ordres et qu'en fait ils ont été enlevés. Prochaine grosse barre, on va dire, d'achat, on a à peu près 500 bitcoins vers les 21,8, 21,7, 21,5, ouais, on a à peu près 2000 bitcoins ici à traverser si jamais on veut passer sous les 21,5. Ici également, on a du Bitcoin qui s'est positionné à la vente. Donc en cas de rebond, on a des gens qui sont entre guillemets qui veulent sortir. Donc ça c'est intéressant à regarder aussi. Plus d'ordres en fait de gens qui veulent désormais sortir que d'ordres qui veulent désormais rentrer. Donc l'analyse du carnet d'ordre ici, elle nous dit que quand même le marché ici est plutôt à la flip, est plutôt en train de se dire bon, je tente une sortie ici dans ce fair value gap plutôt que j'essaye d'en acheter. Vous voyez que ça s'est ravisé ici, j'essaye d'acheter en dessous. Donc là on n'a vraiment rien. Si jamais on doit ici venir creuser sous ce dernier bottom, vous voyez qu'il y avait vraiment pas grand chose en dessous, en tout cas sur Binance. La liquidité des leviers. Alors là, j'avais fait ça pour le Discord ce matin. On a eu effectivement ici un prix qui augmente, un open interest qui augmente et un funding qui descend. Ça veut dire que le niveau, le top ici est relativement shorté, le top local, hein, on va dire, enfin voilà, ce niveau-là. Et puis ensuite, on a un open interest qui augmente, le prix qui latéralise et un funding qui augmente. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que tout simplement, on a effectivement également du longueur ici. Donc ça veut dire que les deux scénarios sont possibles. Si jamais on avait un prix un funding qui continuait à descendre ici, je vous dirais c'est sûr on va faire un rebond à minima pour venir retaper le top précédent ici au 23,4. Mais là le fait qu'on ait d'abord une session de short puis une session de longue nous dit quand même que potentiellement on a encore des longues à venir prendre. On a ici du monde qui essaye d'attraper ce couteau qui tombe, et donc du coup c'est pas forcément engageant on va dire pour avoir un bottom ici local à ce stade. En tout cas voilà, c'est mon analyse. Ici j'ai un prix qui latéralise, j'ai une première phase et une deuxième phase, et en l'occurrence j'ai une première phase qui est plutôt shorteuse et une deuxième phase qui est plutôt longueuse. Donc soit on vient juste dépasser au-dessus et venir prendre ici. Donc concrètement, même si je peux vous donner les deux niveaux, ils sont relativement simples à comprendre sur ce qui s'est fait depuis hier. Ici on a un niveau de longue, et puis au top ici, au top local, on a bien entendu un niveau de short. La deuxième chose, c'est que on va le mettre en bleu, voilà, on va y arriver. Ici, on a traversé ces niveaux-là. On est venu égaler, mais on n'a pas vraiment pris le niveau précédent ici. Ici, on était venu, avant de faire ce mouvement, nettoyer le niveau local. Est-ce qu'on a été fortement shorté ici? Non, on est plutôt en train de fermer du long. Hein. Ici, vous le voyez sur les contrats. Il y a certainement du short, hein, bien évidemment, mais on est plutôt en train de fermer du long. Et
voilà, pour moi, le gros des shorts, ils sont désormais, ils se sont ouverts ici, et ils sont retardataires, et ils sont désormais dans la zone, tout simplement, ici, au-dessus. On a bien évidemment du long qui s'est ouvert ici, il faut pas juste voir, bon, ben, on a fermé du contrat, et on a fermé du contrat de longueur, donc le funding a plongé, donc on n'a pas de long en haut. Il y en a, c'est évident. Mais proportionnellement, il n'y a pas d'anomalie, voilà, de ce côté-là. Donc voilà, ça c'est pour sauver sur Bitcoin. Vous le voyez les niveaux 22.4 et 21.9. Sur Ether, sur Ether, qu'est-ce qu'on a fait? Vous voyez qu'on est venu prendre ce niveau qui n'en était pas réellement un. On est venu prendre également celui-là. On est venu prendre celui-là. Juste avant, on a pris celui-là. Et celui-là n'a pas été pris. En l'occurrence, ici, comment ça s'est fait sur Ether? Et bien là, on avait énormément de shorts qui étaient rentrés sur ce mouvement, ce qui explique le mouvement suivant. Ensuite, on a été plutôt longué, on va dire, sur ce mouvement-là, parce que le funding est quand même à l'augmentation. Mais pour le coup, sur Ether, on peut quand même dire qu'il y a un niveau ici. Ensuite, ici, on ferme beaucoup de contrats en longue. Et ici, par contre, on est comment dire, ouais, ici peut-être un tout petit peu sur la fin. Oui, on a un niveau de short aussi, on va le rajouter ici. Oui, c'est le cas, puisque vous le voyez ici, le funding met du temps hein, avant de repartir. Et puis là, on a été principalement longue sur ce rebond-là, notamment, où on réenclenche beaucoup, et surtout depuis ce niveau-là. Donc principalement, on va dire que sur Ether, c'est pas ce que je l'ai pas fait sur Bitcoin, mais en fait, vous auriez un niveau ici en long, pardon, et vous auriez également un autre niveau tout en bas qui se rajouterait à peu près par ici. Donc on a ce petit range ici qui va probablement résoudre dans les deux sens. La question c'est dans quel sens il part en premier. Et puis et c'est la même chose sur Bitcoin, hein, j'aurais dû rajouter un petit niveau ici. Vous avez également des gros niveaux qui se sont mis en haut de chacun de ces grands points là. Principalement ici, légèrement plus de short sur le niveau des 1658 sur Ether, mais on peut les laisser gagner, le niveau est pas vraiment incroyable. Et puis ici, même chose que Bitcoin c'est-à-dire, attention, on a aussi du monde qui a essayé de choper le rebond ici, le point parfait, puisqu'on a cette augmentation du funding également. Donc on va sauver ça, on va aller voir les poches de liquidité. 36 minutes. Alors les poches de liquidité sur Bitcoin. On voit effectivement tous ces shorts qui se sont ouverts au moment où on descend. Et moi, ce qui m'intéresse dans ces moments-là, c'est de regarder les verts. Les verts, d'abord les verts foncés et puis les verts clairs. On va dire que les zones bleues m'intéressent un peu moins parce que ça représente du 25 fois et potentiellement qu'on aura un stop loss ici dans la zone, etc. Donc là, je vois effectivement du bleu jusque-là. Il y a une vraie zone de densité jusqu'au 24,6. Je vois quand même du vert jusqu'au 23,9. Donc rebondir autour des 24 n'est pas hors scope, c'est pas quelque chose qu'on peut tout de suite enlever. Par contre, si vous regardez dans le détail, c'est surtout les verts foncés qui ont été repris tout de suite, c'est-à-dire que là vous voyez les grosses positions en vert foncé là, et qui tout de suite ont été sorties, donc ça c'est des leviers x100, ça, en tout cas le high block à ce stade émule le fait que ce sont des leviers x100, donc est-ce qu'on ne serait pas en fait sur des très grosses positions ouvertes en x100, on en a encore une ici, par exemple, non ça c'est du x50, on va dire que les autres x100, on en a une, non ça c'était un long. On en a quelques-unes ici, là, j'arrive pas à cliquer dessus parce qu'il y a d'autres bulles dessus, mais on en a quelques-unes ici dans cette zone qui va se trouver à peu près au 22,7, quelque chose comme ça. Donc, et on a effectivement de la position longue, vous le voyez. Alors là, une partie a été sortie sur ce mouvement-là. Sur le deuxième bottom, on sort aussi une partie. Et là, vous voyez qu'on a plutôt du rose et on a plutôt de la petite position. Donc ça peut expliquer, si vous voulez, si tout ce monde-là s'était mis en x100, on peut en fait du coup mettre de côté, entre guillemets, une partie des liquidations. Et on peut peut-être se dire que le prix là stabilise, tout simplement parce qu'il n'y a pas de position fraîche en x100 qui s'ouvre. Donc il faudra bien zioter ici quelle est la prochaine grosse position qui s'ouvre dans le cadre de ce range, bien évidemment. Idem sur Ethereum, on va faire la même chose. Alors sur Ethereum, on a ici peut-être un rebond à faire qui devrait se faire autour des 1580, quelque chose comme ça. Pour le coup, même chose en fait, vous le voyez que le jaune foncé ici a été liquidé et quand même une bonne partie du vert
du vert également a été liquidé. Donc ce qui nous reste sur le bleu, si vraiment ces positions-là étaient en x25 ou qu'on a des nouvelles positions qui s'ouvrent, et ben on va dire que si on reste dans le vert, c'est 1670 et toujours la barre des 1007 en haut. Si jamais on fait un rebond technique ici, on pourrait peut-être se dire que... Pardon. On va zoomer. Allez, les dernières grosses positions en x100, elles sont autour des 1006. J'en ai encore une ici. 1600, ouais. 1600 en x100. On en a encore une ici également. 1622. Voilà, si jamais vraiment on a des leviers moins importants, du x25, ce genre de choses, à ce moment-là, on peut effectivement aller chercher plus haut. Mais si jamais c'était vraiment le cas, qui est vraiment un point de liquidité important à venir prendre, je pense que le prix serait déjà dans ces zones-là. On voit ici très bien d'ailleurs les zones en fait sur le côté, là, vous en voyez une ici. Globalement, il y a cette position qui est super gagnante par ici, mais c'est une petite position. Donc, si vous regardez le vert foncé, on va dire, on n'est pas dans des... Et ici, là aussi, on a une très belle position qui tient depuis d'ailleurs un moment dans cette zone-là. Donc ça nous emmènerait dans la zone des 1007, hein, c'est ça. On a quand même ici des choses à venir nettoyer en haut. Maintenant, est-ce qu'elles ont déjà TP? C'est ici un peu, bien entendu, la grande question. Deuxième chose, on va regarder le 12 heures sur Bitcoin, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé sur les 12 dernières heures. Et là, vous voyez que oui, effectivement, on est rentré ici, on a forci dans le jaune, dans la zone de, on va dire, de capitulation ici. Donc du coup, ici, la liquidité nous dirait quand même peut-être plus que c'est désormais vers le haut que peut se diriger le prix. Encore une fois, si ces gens-là n'ont pas TP. Donc sur la 12 heures, on est haussier et ça va plutôt dans le sens effectivement d'un rebond. Maintenant, par contre, on a, si on traîne trop dans cette zone en latéralisant, en crabe, on a le risque que beaucoup de longues viennent se poser. Et vous le voyez ici sur la 7 jours où on vient prendre toute cette bande en fait qui était là, voilà, on avait le choix ici entre une direction haussière et une direction baissière, on a choisi vers le bas. Désormais la prochaine bande elle est plutôt vers les 21, mais on commence assez fortement à se densifier sur la zone des 24 et demi. Sur Ether, on va regarder la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé en 12 heures et qu'est-ce qui s'est passé en 7 jours? Sur la 12 heures, pareil, plus de short que de long sur cette latéralisation. C'est ce qu'on peut voir quand même, notamment la zone des 1620 qui pourrait être ici en 12 heures sur les positions très fraîches intéressantes à venir retracer sur Ethereum. Et puis par contre vers le bas, si ici on drop en bas assez facilement sous les 1005. Sur la 7 jours, sur la 7 jours, c'est un petit peu la même configuration que Bitcoin. On a pris toute cette grosse bande où il y avait effectivement du monde. Et désormais, la question c'est est-ce qu'on va au 1007 ou pas, hein. Donc c'est un petit peu les mêmes niveaux. Encore une fois, sur Ether, il y a la mise à jour Shanghai, il y a pas mal de choses, etc. Donc du coup, la narration elle est très légèrement différente que sur Bitcoin. Je crois qu'il y a eu une mise à jour hier sur Ether également. J'ai pas bien regardé le sujet, mais je crois que c'est relativement intéressant ce qui s'est implémenté hier. Je vous ferai peut-être un sujet là-dessus demain. Allez, on retourne sur le prix et on conclut. Eh bien, bravo à ceux qui ont pris ce mouvement, parce que franchement, c'était un mouvement que moi j'avais beaucoup évoqué sur la chaîne, et ça depuis une semaine. Avec ce rejet au 61 et ce scénario en vague de 5. Voilà, malheureusement, je dormais hier, donc j'ai pas pu voir mes points d'invalidation qui m'avaient donné une direction. Mais voilà, parfois il faut dormir, c'est comme ça. Il vaut mieux être en forme pour avoir une meilleure analyse le lendemain. Malheureusement, c'était un très 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 beau short à prendre, hein, et je vais pas ici vous mentir. On avait ici, admettons qu'on soit rentré à la perte de ce niveau-là, on avait un joli 5%, donc 50% sur votre capital de trading. Si jamais vous mettez tout, si vous mettez, allez, admettons, ne serait-ce que 50% de votre capital de trading sur ce trade, ça faisait quand même un trade à 25, c'était très 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 joli. Admettons qu'on est TP sur le TP, vous voyez qu'ici on était à 42%, donc c'était vraiment un chouette trade à prendre. Voilà, malheureusement, des fois, il faut dormir aussi, hein. Et puis, voilà. Alors, une des questions qu'on peut se poser, pour ceux qui ne sont pas dans le scénario d'une 5 vagues, c'est potentiellement une 3 vagues comme celui. Je l'ai mal mise là, mais c'est pas grave. C'est-à-dire, admettons que ça, c'est une 5 tronquée, ou je ne sais quoi, ou autre chose. Vous pouvez ici avoir 50 000 décomptes en Elliott. Et je le rappelle ici, Elliott n'est pas un système de prévision de prix, c'est un système de prise de profit et de prévision de points d'entrée, surtout. Si jamais on donnait une 1 pour 1 pour une vague de 3 ici, ça nous emmènerait au 21 600.
Donc ça aussi c'est pareil, c'est un scénario qui peut se mettre en œuvre, c'est-à-dire un léger rebond là, et puis ensuite on vient chercher les 21 600. Pourquoi pas? Nécessairement pour moi, c'est cette trend là ici qui va nous dire un petit peu où aller. Malheureusement, il va falloir attendre une petite structure. Moi je serais plutôt ici dans ce type de config, en attente d'une petite structure en 15 minutes pour chercher du long, c'est-à-dire longuer un rebond, hein, plutôt la prise de ce gap ici, ce fair value gap qui s'est fait, et qui, voilà, j'aimerais bien par contre qu'il y ait plus de short, et c'est pas le cas. Ça me dérange un petit peu, vous le voyez en gros, que le funding se soit retourné par ici, et que là désormais on est rentré du long. Ça veut dire que il y a un point à prendre, il faut forcément venir soit revisiter ce point là, et sans le perdre, hein, c'est-à-dire sortir une partie des longues retardataires et avec des forts leviers pour éventuellement nous donner ça, un W avec cassure, ça c'est une possibilité. Également, qu'est-ce qu'on pourrait regarder, voilà, au niveau des points de rebond, vous voyez qu'en fait, et là ça va être que de la price action pure, hein, en fait on a ce premier pic ici, le grand là, qui doit être un pic certainement en 4 heures. On a ce premier pic donc qui ici pourrait être, on va dire, défendu au 22,7. Ça veut dire qu'on n'est pas capable d'attaquer la jambe de ce mouvement. On vient juste retester tout simplement ce pic-là. Ça, c'est le premier scénario. Pour un long, hein, pour essayer de voir à quels endroits. On a également ce deuxième pic qui doit être plutôt un pic en 1 heure ou 15 minutes. 15 minutes, on le voit ici. Deuxième pic ici avec 23 000 comme pic suivant. Et pour moi, le pic majeur ici, celui qui est censé protéger, on va dire, tout le reste, qui serait plutôt une target pour moi la plus logique, on va dire, la target premium, 23 200. Juste pour jouer une petite time frame, sans dire que la structure elle va se retourner entièrement. Chercher du long parce que là on a délivré très vite dans cette zone. Voilà, vous avez ici les niveaux éventuellement à prendre, et vous voyez que je les construis en fonction des pics suivants, des pics précédents à attaquer. Après, en termes de chartisme, on va juste faire un petit point comme ça, hop, comme ça et comme ça. En termes de chartisme, vous dire qu'on est dans un canal, oui, il est quand même relativement propre ici. On va le prendre comme ça. C'est-à-dire que ce type de correction est boule. Et pourquoi elle est boule? Tout simplement parce que on accumule du stop de shorter et on vient chercher les stops longueurs, d'accord? Ici, vous voyez qu'on vient, et c'est pour ça qu'on avait vraiment dit que ce niveau des 22,3 était intéressant, on vient casser ce fair value gap ici, cette imbalance, on vient la casser avec une autre imbalance, mais ça, c'est pas un problème, on va dire qu'elle est réparée. Donc, le scénario où on remonte ici est peut-être moins intéressant, entre guillemets, que ce qu'il pouvait l'être si jamais on avait eu une imbalance toute seule. Ici, on a une imbalance, on a, si vous voulez, on a tendu un élastique dans un sens et on l'a redétendu dans l'autre, donc on va dire que le déséquilibre est, entre guillemets, réparé. Et c'est pas forcément ici non plus un scénario incroyable que de se dire qu'on va chercher ce fair value gap. Celui-là. Néanmoins, on a quand même délivré très fort ici, et je pense qu'à un moment donné, ça va corriger quand même vers le haut. Donc moi, personnellement, je serais plutôt friand d'essayer de trouver du long dans cette zone. Alors vous allez me dire, c'est contre la 4 heures. Je vais vous dire, oui, c'est contre la 4 heures, mais par contre, je vais dans le sens de la 15, et pour le coup, je joue la bonne time frame, c'est-à-dire que je vais pas ici venir chercher les 25,2 nécessairement sur ce type de short, mais un niveau qui serait cohérent pour continuer éventuellement cela. Et également, si jamais à ce stade, je vois que mon long est bien placé et que en fait, avec force, on vient prendre des niveaux supérieurs, j'aurais tendance à prendre des TP partiels, certes, mais à peut-être le garder pour essayer d'aller attaquer la liquidité en haut sur fond de scénario qu'on préserve cette trend. Je peux complètement me tromper ici sur la direction, et vous comprenez que bien évidemment, la 4 heures est baissière, donc théoriquement, on va dire que ce point-là doit jouer uniquement la time frame pour laquelle il a été fait, c'est-à-dire ce type de mouvement, ne pas aller chercher nécessairement au-dessus. Mais parfois, vous avez ici des structures, des choses comme ça, vous avez envie de potentiellement avoir le trade qui va bien tout en bas. Mais on va dire que là... la direction préférentielle, elle doit rester short sur la time frame 4 heures, tout simplement, puisque on est sur une tendance baissière en tendance 4 heures. Également, et vous le voyez, on en avait quand même parlé ici à ce stade, potentiellement, toujours pour parler chartisme, potentiellement ici un élargissement.
On avait ici également dit qu'on pouvait être dans un élargissement symétrique de sommet. Si jamais on est dans un élargissement, symétrique de sommet, et ben ici c'est un bon point pour rotation partielle et dégagée. Si jamais il fait totalement le mouvement, attention parce que là ça nous emmène aux 20 000 et dégagé, d'accord? Vous comprenez qu'un élargissement symétrique de sommet, ici 1, 2, 3, 4, rotation partielle et on en sort. Ou alors 1, 2, 3, 4... 5 et on en sort, vous voyez. Donc ça pose des questions là, bien évidemment. Ici, ça répond pas en tout cas aux questions qu'on se pose, c'est-à-dire est-ce qu'on vient retester ici cette droite en descente, ou alors est-ce qu'on vient plutôt construire ce qu'on appellerait un élargissement ascendant, c'est-à-dire quelque chose comme ceci. Auquel cas, là, les targets des 27, elles sont tout à fait fondées, et le point de rebond pourrait être tout à fait fondé ici. Donc, malheureusement, pas de réponse claire, mais c'est souvent le cas en trading. C'est une blague que j'aime bien faire, mais en trading, les deux seules certitudes que vous avez, c'est que le prix se déplacera toujours de la gauche vers la droite, et que le prix n'ira jamais en dessous de 0. Si j'ai deux certitudes que je peux vous donner, ce sont celles-ci. Après, est-ce que ce FUD Silvergate, il est fondé ou pas? Pour moi, il y en a quand même déjà une grosse partie qui est dans les prix, parce que c'est quelque chose qu'on savait depuis déjà un certain temps. C'est pas une surprise, quoi. Je veux dire, c'est pas comme FTX où effectivement en 4 jours. Maintenant, la grande question, c'est quelle peut être la contagion, et vous comprenez que c'est la réponse que j'ai essayé de donner aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que Silvergate peut être un domino qui fait tomber d'autres dominos derrière, qui eux peuvent impacter plus fortement la crypto. Donc ça, c'est très important. Et également, ces 3,5 milliards de dollars, ils sont acquis. Et c'est ça la réponse qu'est censée donner Silvergate. Déjà, quelles sont les pertes réelles de Silvergate? Ça, on aura la réponse dans 2 semaines, puisque je vous l'ai dit, ils ont demandé un délai de 2 semaines. Deuxième réponse, à qui sont ces 3,5 milliards de dollars? Auquel cas, bien évidemment, on aura ici de l'argent perdu pour certains acteurs du secteur. Voilà, on comprend ici que Circle a suffisamment les épaules pour pouvoir... faire face à ce type d'événement, puisqu'il y a du bon du trésor en face, etc. et tout ça, mais est-ce que il va y avoir un bank run sur le Circle, par exemple? Est-ce que Tether dit la vérité? Est-ce qu'ils sont pas exposés à Silvergate alors qu'en fait ils pourraient l'être? Toutes ces choses-là sont extrêmement importantes à comprendre. Et pour moi, c'est surtout beaucoup plus la contagion possible, plus que, on va dire, les potentielles difficultés financières de Silvergate, qui ne sont pas du tout un secret de Polichinelle à ce stade, ni même une surprise. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. La grande question, on va dire en Elliott, ça va être est-ce que c'était effectivement une flat étendue comme on s'y attendait, c'est-à-dire est-ce qu'on a eu une ici, une 2, et est-ce qu'on dégage vers le haut? Auquel cas, à ce moment-là, on a eu une 2 qui a retracé très fort, mais la flat étendue nous disait que ça allait pouvoir être le cas. Je vais essayer de trouver ici un Fibo, voilà. Et voilà, si jamais on était ici au point 0,618, vous voyez qu'on est venu en zone de rechargement institutionnel, entre guillemets, de ce niveau. À ce moment-là, si c'était le cas, on verra peut-être une accumulation, en fait, dans cette zone, donc une certaine latéralisation pendant un certain temps. Pourquoi pas en respectant la trend ici, donc rester dans la zone des 22-22,4 pendant un certain temps, et puis ensuite extraction vers le haut ou extraction vers le bas. Si jamais on est dans cette logique, effectivement, d'une 1-2 qui pourrait être la 1-2 d'une grande 5 qu'on attend éventuellement, 5 en montée, c'est-à-dire que ça c'était une 3. Ici, on a eu une 4, ici, 1, 2, 3, qui nous donne la 4. Donc la 3 se termine ici, par exemple. 1, 2, 3 pour la 4. Flat étendue également. Et ensuite, on commence une 1, 2, 3, 4, 5 d'une 5. Voilà, j'espère que vous me suivez, mais voilà, c'est ça l'idée. En Elliott, voilà un peu l'idée. Toujours avoir un scénario baissier également. C'est-à-dire le scénario baissier, c'est tout simplement que ça, c'était une 5. Et on est en train d'entamer une 2, qui sera la grande 2 de tout ce mouvement-là, d'accord? Si on entame la grande 2 de tout ce mouvement-là, à ce moment-là, on est extrêmement baissier. Et après, vous avez aussi d'autres scénarios qui peuvent nous dire que ça, c'est une flat. Ici, correction haussière en flat. Alors, ici, elle enfonce bien, et ici, elle vient rechercher le même niveau, ça peut arriver, et qu'en fait, on attend ici une plus grande vague, et qu'on va défoncer tous les bottoms précédents. Tout est possible, encore une fois, en trading, et encore plus en crypto. La question, c'est de jouer, encore une fois, le bon calibre, protéger son compte de trading, ça c'est hyper important, avoir toujours des protections sur son compte de trading, et en l'occurrence, ici, si on sent pas les trucs, ne pas forcément rentrer, est parfois une très bonne solution. Je vous laisse là-dessus, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas
pas à le dire, à venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo, mettre un pouce, et puis éventuellement un commentaire d'encouragement puisque ça fait plaisir. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui peut potentiellement nous permettre de converser. En l'occurrence, la question du jour, elle sera de dire... elle sera de dire, est-ce que vous êtes... Je vais mettre en pause, je vais vous trouver une question parce que j'ai pas d'idée. Allez, elle sera de dire, est-ce que vous avez une platine vinyle à la maison et est-ce que de temps en temps vous vous mettez un petit 33 tours comme ça, histoire d'avoir le grain, d'avoir le son un peu spécifique de ces années-là. Je vous laisse là-dessus, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, à très bientôt, ciao.